le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, je suis avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors Déborah Schumann-Antonio, vous êtes thérapeute en périnatalité, en sexualité et en thérapie de couple. Tout à fait. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de fertilité ou d'infertilité. Comme vous voulez, on commence par la fertilité. Les deux sont liés. Les deux sont très liés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème d'infertilité dans un couple ? Alors c'est très compliqué d'abord parce que le désir d'enfant, c'est un désir complexe et qui n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Je crois que c'est important de le poser en préambule parce qu'on a l'impression que c'est une espèce d'évidence et ça n'est pas une évidence. L'évidence, ce serait de se dire que pour la majorité des gens, je dis la majorité parce que c'est pas le cas pour tout le monde, on a l'idée de faire un enfant un jour. Voilà. Sauf ceux qui décident sciemment de ne pas en faire et ils ont bien le droit de ne pas avoir envie d'en faire, à mon sens. Mais pour les autres, ça paraît une grande évidence. C'est-à-dire, un jour, je vais rencontrer la bonne personne, celle avec qui je veux faire ce bébé, et on va faire ce bébé. Et la question de la complexité de le faire, elle vient pas de manière évidente en réalité. Donc le jour où ça ne fonctionne pas, et je dis le jour où ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a essayé un certain nombre de fois et que le résultat n'est pas là, et qu'on consulte en général, et donc ça c'est quand même un vrai conseil, c'est de consulter quand on sent que ça ne fonctionne pas au bout de 6 mois, parce que les gens parfois attendent trop. Là, il y a quand même un moment d'une grande délicatesse, c'est le moment où on va dire au patient, que ce soit l'homme ou la femme, qui est, et je le mets vraiment entre guillemets, mais qui est responsable de cette infertilité. Parce que parfois, il y a une situation médicale qui amène à l'infertilité. Donc, les patients me disent, je le vis comme une gifle, comme un moment où en fait, on va stigmatiser l'un des deux, ou voire les deux. J'allais dire dans mon travail, c'est bien quand il y a les deux, ça ramène une forme d'équilibre dans le couple. Mais il y a une vraie culpabilité. Pourquoi soudainement, c'est de ma faute, je vais être l'empêcheur de réaliser le rêve de l'autre ou de réaliser le rêve du couple? Et ça, c'est vraiment la question en préambule. Et ça va entraîner pas mal de problèmes dans le couple. Ça peut aller jusqu'au divorce. Ça peut aller jusqu'au divorce. Alors le divorce, j'allais dire, je le vois assez régulièrement, mais souvent quand les couples vont mal auparavant, ou quand le couple n'est pas aligné avant, alors là, j'allais dire, ça vient exploser totalement ce qui tenait de manière un peu brinque-ballante. Je m'excuse de l'expression, mais vraiment, parce que je pense qu'il y a des couples qui sont un peu déjà défaillants, donc ça ne vient qu'appuyer. À l'inverse, il y a des couples que ça va totalement renforcer. Ça va renforcer parce que ils vont apprendre à connaître l'autre. Moi, je dis toujours aux couples, je crois qu'on ne se révèle que face à l'adversité. C'est très facile, assis dans une chaise, de dire oh, bah, moi, je ferai ci, je ferai ça, je serai un héros, etc. C'est pas vrai. La réalité, c'est face à l'adversité, comment je me situe, comment je prends des décisions et comment j'évolue. Je parlais de désir d'enfant très différent pour les hommes et pour les femmes. Il est très physique chez les femmes. Il est vécu dans le corps. Moi, j'entends des femmes me parler d'un désir presque animal. Et nous avons des hommes qui, évidemment, ne peuvent pas le vivre dans leur corps. C'est une grande évidence, mais c'est bien de le rappeler quand même. Et donc, c'est très virtuel. C'est beaucoup de projections. Donc, on n'est pas, dès le départ, sur la même ligne. Donc, après, il va être vécu différemment. C'est-à-dire que je vois des femmes qui peuvent très vite s'obséder du désir d'enfant. Quand je dis s'obséder, c'est enchaîner des traitements, des parcours, chercher des solutions à tout prix. Et des hommes qui sont plutôt suiveurs. Quand je dis suiveurs, ils vont plutôt dire, si tu veux le faire, on y va. Voilà, j'ai pas de débat avec ça, on y va. Mais qui sont plutôt dans le moment présent. Et les femmes, elles ont toujours un temps d'avance. Si ça marche pas, on fera ça. Si ça marche pas, on aura telle option, etc. Et des hommes très, très campés dans le moment présent. Et donc, c'est là où la temporalité, la réflexion n'est pas la même. Donc, à partir de là, on a des gens qui ont parfois du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Les femmes sont plus loquaces. Les hommes ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et ils se sentent moins légitimes, d'ailleurs, de dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas eux qui portent les traitements et donc ça va être moins compliqué pour eux. Ce qui est faux, de mon point de vue. Moi, j'ai beaucoup d'hommes dans ma consultation et je vois beaucoup d'hommes en souffrance. En souffrance de ne pas réussir à être père, mais en souffrance aussi de voir la personne qu'ils aiment vraiment en désespérance parfois. Donc là, ça crée des tensions à ce moment-là. D'accord. Donc ça peut générer des tensions dans le couple qu'on a vu. Parfois, ça les renforce lorsqu'ils arrivent, ou même qu'ils n'arrivent pas, et d'un commun accord, ça les renforce aussi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui sont dans cette situation ? Vous parliez d'une consultation précoce. Avec qui ? Je crois que c'est très important. Il y a deux choses. D'abord, il y a mettre des mots sur ce qui se passe dans le couple médicalement. Alors, moi, je travaille qu'avec des médecins, donc je trouve ça très important d'être un binôme avec les médecins. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est la réalité biologique de ce qui se passe.
Ça ne fonctionne pas pour quelle raison? Donc il faut mettre des mots sur ce qui dysfonctionne et trouver des solutions médicales si tant est qu'il y ait des solutions médicales. Et puis il y a la partie plus émotionnelle, et celle-là il faut aussi la traiter. Parce que ne pas avoir d'enfant ou avoir un enfant, dans les deux cas, ça change le cours de la vie en réalité. Et donc, comme vous le dites très justement, l'objectif, évidemment, pour ces couples-là, c'est de faire un enfant, mais si d'aventure il n'y en avait pas, c'est de trouver ensemble la manière de continuer le couple et de faire progresser ce couple sans qu'il y ait d'enfants. Et là, on peut vivre sans enfants, je crois fondamentalement, mais il faut qu'il y ait d'autres raisons pour que le couple existe, puisqu'il s'est à un moment mis en mode on va vivre pour ça. Donc il y a vraiment pour moi le pan de la médecine et le pan de la psychologie, c'est-à-dire à un moment donné, aller discuter de ce qui se passe dans le couple, de ce qu'on ressent dans le couple. Le cabinet, je trouve que c'est un lieu quand même très neutre, c'est un lieu où on peut se parler sans s'agresser, normalement. Ça pleure, ça crie, évidemment, je ne vais pas dire que c'est calme, mais c'est un lieu où on accepte les débats. Et puis, il y a une espèce de regard extérieur qui vient poser des questions. Parfois même, on tire un peu les mots pour qu'ils sortent, mais ça a du sens de se dire les choses. Et ce que je constate, c'est que dans les couples qui sont en désespérance d'enfants, il n'y a plus de dialogue au bout d'un moment. Le seul dialogue passe par l'enfant. L'enfant, le traitement, le Qui n'est désir. toujours pas là. Qui n'est toujours pas là, mais qui pour autant est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire il prend tout l'espace et en même temps, on n'arrive pas à parler de ce couple. On ne parle que de l'enfant. Mais on ne parle pas du tout de la projection du couple. Les couples, on constate avec les médecins, c'est quand même... il y a quasiment plus de sexualité, en fait, dans les couples. Puisque, comme m'a dit un jour un monsieur, j'ai trouvé ça drôle et surprenant, mais c'est pour ça que je récupère l'expression, il m'a dit, j'ai externalisé, en fait, l'enfant. Voilà, j'ai externalisé l'enfant. Lui, il avait fait le sien, Lui, finalement. voilà, pour lui, c'était fait. Tout ça se passe en dehors de moi, et il y a un couple. Mais qu'est-ce qui reste dans ce couple? Puisque souvent, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de désir. Tout est en stand-by pendant des mois et parfois des années. Est-ce qu'il peut y avoir une raison psychologique à l'infertilité? Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Et d'ailleurs, on sait qu'à peu près 10% de l'infertilité est inexpliquée. Alors, évidemment, plein de gens s'engouffrent en disant inexpliqué, donc psychologique. Moi, je vous dirais que 100% des infertilités ont une partie psychologique. Toujours. Pour la bonne et simple raison qu'on a tous, et vraiment je le dis moi-même, je m'inclus, puisque je suis maman et que moi-même j'ai eu un parcours d'infertilité. Il y a quand même des angoisses parfois à devenir parent. C'est la première fois qu'on devient l'équivalent de son propre parent. Ils ont toujours une longueur d'avance, évidemment, c'est un peu logique. Et là, on devient l'équivalent de nos parents, qui peut susciter beaucoup de questions. Quel parent je vais être? C'est quoi pour moi devenir père ou mère? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que ça va changer le cours de ma vie? Quelle image je peux avoir? Je peux avoir des traumatismes liés à la maternité de par ma famille, avec des histoires parfois compliquées ou douloureuses dans les familles sur la maternité. Je peux avoir eu un premier enfant, parce que l'infertilité peut être secondaire aussi, mais je peux avoir eu un premier enfant et ça s'est mal passé. Et ça me laisse en fait des stigmates et des angoisses pour la suite. Donc tout ça, ce sont des questions évidemment psychologiques, d'ordre psychologique. Et il y a évidemment le pan médical. Et c'est pour ça que je dis c'est 100%. En réalité, les questions, elles sont un peu partout. C'est trop facile de dire juste que ça peut être psychologique. Pour moi, il y a quand même un vrai... C'est pas ce que je disais. Je non, mais il y a s'il y beaucoup avait de des gens, raisons. voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement l'infertilité inexpliquée est une infertilité psychologique. Je trouve ça très culpabilisant pour les patients. Elle est un peu partout psychologique, puisqu'il y a quand même beaucoup de questionnements sur cette étape de vie qui à la fois est fondamentale et à la fois c'est c'est un gouffre. On ne sait pas dans quoi on s'engage. Est-ce que l'environnement, les conditions sociales peuvent jouer? C'est-à-dire, en ce moment, on parle de guerre en permanence. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent bloquer, justement Bien sûr, on a aujourd'hui, selon une étude qui date d'il y a à peu près 1 an et demi, qui a été faite par le magazine Elle, je crois, et Opinionway, 30% de femmes déclarent aujourd'hui ne pas vouloir d'enfants. Elles ont dans les tests entre 18 et 40 ans, donc elles sont en effet en phase de fertilité. Elles déclarent pas vouloir d'enfants pour plein de raisons économiques, écologiques, sociales. Et il y a une autre petite raison que je trouve quand même très intéressante à noter, et là c'est un changement sociétal, c'est de se dire je n'ai plus besoin de passer par le prisme de la maternité pour devenir une femme à part entière. Ça c'est quand même une vraie nouveauté, parce qu'il y a 15 ans, moi j'ai commencé il y a 15 ans, c'était pas du tout une raison, et il y a je pense 20 ou 30 ans, alors la question se posait même pas. Donc oui, bien sûr, faire un enfant, c'est aussi espérer lui apporter une forme de sécurité. Donc aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Je vois quand même des gens qui ont du mal à rencontrer d'autres individus
et avoir envie de faire des enfants avec ces personnes-là. On a en Île-de-France un couple sur 2 qui divorce, c'est gigantesque. Donc tout ça n'est pas très rassurant, l'avenir n'est pas très rassurant non plus. Donc bien sûr qu'il y a ces causes-là qui existent. La pression sociale qui existait avant de se dire je dois faire un enfant, elle est plus du tout lue de la même manière aujourd'hui. Alors ce désir d'enfant, on le trouve dans les couples homosexuels aussi, hommes ou femmes. Je connais moi des couples hommes qui ont des enfants, voilà, ou tout seuls. Et donc, est-ce que pour ces personnes qui sont seules à vouloir un enfant, est-ce que ça leur pose des problèmes ou ils viennent vous voir quand même? En fait, j'ai des couples alors de toute sexualité, mais depuis très longtemps, même avant que la loi de 2021 soit actée, parce que le désir d'enfant, il n'est pas né il y a 4 minutes, il est né il y a bien longtemps, et donc il existe pour tous ces individus. Ce qui est compliqué pour les femmes seules, c'est que ce n'est pas un désir, j'allais dire, elles n'ont pas d'un coup décidé de faire un enfant toute seule, hein. Contrairement à aussi beaucoup de choses qui sont entendues. Non, c'est un désir depuis longtemps de faire un enfant. Et comme je disais tout à l'heure, on va rencontrer quelqu'un et donc le désir de quelqu'un. Parfois, on ne rencontre pas quelqu'un et on ne rencontre pas quelqu'un qui a envie de faire un enfant avec nous. Donc ces femmes-là, à juste titre, disent « je ne veux pas aujourd'hui laisser passer ma chance de faire un enfant et donc je fais cet enfant toute seule ». Donc il y a tout un cheminement qui est fait, dont on a, je crois, très peu parlé jusque-là, mais en effet, il y a ce désir d'enfant qui existe. Et donc c'est une forme de renoncement à l'idée qu'elles avaient au départ de la famille telle qu'elles le voulaient pour aller vers leur désir et donc réadapter en fait ce désir-là. Mais j'allais dire que ce soit pour les couples homosexuels, hétérosexuels ou les femmes seules, en réalité, le désir d'enfant tel qu'on l'a imaginé, tout petit, et j'allais dire, c'est une idée qui est très vite ancrée dans nos vies en réalité quand on est tout petit. On dit, oui, quand je serai grand, je réussirai, je serai astronaute, champion de je sais pas quoi, professeur, et j'aurai une famille avec des enfants, 2, 3, 12, peu importe. En tout cas, on a déjà une idée. Donc quand ça fonctionne pas comme on veut, c'est une déconstruction et une reconstruction nouvelle et de se dire alors, qu'est-ce que je garde de tout ça et comment je fais en sorte que ça réponde quand même à mon désir, qui est du coup pas forcément celui du départ. Et une fois l'enfant apparu, vous intervenez encore ou... Toujours, oui. Alors souvent parce que pour les couples qui ont eu du mal à faire des enfants, le parcours derrière de maternité est très compliqué dans le premier trimestre, on va dire à peu près. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur. On y est enfin arrivé. Donc la peur de la fausse couche, de le perdre ou d'une anomalie, évidemment, est encore plus forte que chez un couple pour qui il y a eu moins de soucis pour en arriver là. Donc là, il y a un vrai accompagnement. Les gens se sentent très seuls. Ils ont été très médicalisés pendant les parcours de PMA. Ils se retrouvent très seuls pendant le parcours de maternité. Donc ils ont besoin de ce soutien. Et puis avec toutes les questions, c'est-à-dire que j'ai rêvé cet enfant. Je l'ai rêvé parfois 10 ans. Et donc soudainement, il va arriver. Sauf qu'entre mon rêve et la réalité, il y a parfois un gap. Et donc il y a tout un travail aussi entre ce que j'ai rêvé et ce qui va arriver. Donc je les suis pendant la maternité, mais même après, parce qu'après, ça suscite des questions de... Bah, je suis dans le réel, hein. Dans le réel, il se passe quoi en fait? Est-ce que finalement, c'est tout à fait ce que je voulais? Est-ce que ça correspond à mes attentes? J'ai plein de questions qui arrivent. Et ça suscite aussi des questions pour le couple, encore une fois, puisque quelle va être la place de l'enfant dans ce couple? Est-ce qu'il va prendre l'entièreté de la place? Est-ce que le couple a toujours son espace? Et c'est là où il y a aussi un travail à faire en fait pour accompagner. Puis il y a des désirs de deuxième, troisième. Hier d'ailleurs, j'ai eu un texto d'une patiente qui a son 4e enfant, voilà, donc qui a accouché hier de son 4e. Et donc ça suscite tout le temps des questions, quel que soit le désir d'enfant. Et il n'arrive pas le numéro 1 ou le numéro 2, le numéro 4. C'est pas du tout le même désir, on n'est pas au même stade de sa vie, donc ça suscite encore d'autres questions. Donc en général, oui, j'ai le plaisir de continuer à les suivre assez longtemps. Ouais. Merci beaucoup, Déborah, c'était passionnant. Merci à vous.